Bonjour, je sais qu'il est l'heure, mais on va laisser quelques minutes pour les retardataires si ça ne vous gêne pas. Merci de couper votre micro et votre caméra. Merci de couper votre micro et votre caméra. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. S'il y a des petits messages qui me disent oui sur le chat, je veux bien. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je préviens, la session est enregistrée, donc ça peut peut-être gêner certains. Attendez, il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Ça va être un peu compliqué à gérer en même temps qu'on... Ok. Donc, je me présente, je m'appelle Nicolas Boutry, je travaille au LRDE à l'EPITA et je suis attaché de recherche. Et je travaille en particulier dans l'intelligence artificielle, surtout dans les images médicales. Donc, je vais lancer un petit PDF qui va permettre pour moi de vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais lancer le PDF et faire un partage d'écran. Donc, de petites secondes. Donc, Teams. Je ne suis pas encore très expert dans Teams, je vous remercie. Merci de couper votre micro et votre caméra. Donc, je partage mon écran, le PDF. Voilà. Je le mets en plein écran. Donc, je vais vous présenter de l'analyse d'image médicale à l'aide de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
on va se contenter d'un contexte très particulier. Vous allez le voir. Il s'agit de faire un suivi d'enfants prématurés dans leur première année de vie, dans le but de détecter potentiellement des troubles du développement, c'est-à-dire liés à l'autisme ou à la schizophrénie. Dans ce but, on va analyser des images IRM, donc pour inductance, résonance magnétique, qui sont obtenues à l'âge de 6 mois. Alors pourquoi 6 mois? C'est parce que c'est le moment où c'est le plus difficile pour un être humain, comme pour une intelligence artificielle, de faire la séparation entre la matière blanche et la matière grise dans les cerveaux. Alors, je vais dire, je propose qu'on fasse une session qui soit la plus interactive possible. Donc, si jamais vous avez des questions, si vous voulez interrompre et me faire des remarques ou n'importe quoi, vous pouvez le faire. Je répondrai à vos questions. D'accord? Donc, on va analyser des images IRM, donc inductance par résonance magnétique, qui sont obtenues à l'âge de 6 mois, qui sont donc très difficiles à segmenter, théoriquement. On peut observer, alors je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je suppose que oui. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? J'ai juste envie de vérifier parce que j'avoue que normalement oui. Bon, je continue alors. On remarque en fait que dans les premières années de vie, à 2 semaines, le cerveau est fait de matière blanche et matière grise, où la matière blanche qui est au centre est plutôt blanche et la matière grise est plutôt grise. Donc c'est plutôt aidant pour faire de la segmentation, parce qu'on se focalise sur les régions qui sont avec du fort contraste, et ça permet de séparer la matière blanche de la matière grise. Après, à 3 mois, on voit qu'on commence à avoir un contraste qui commence à devenir plus faible. Ensuite, à 6 mois, on voit que c'est encore pire. La matière blanche et la matière grise sont toutes grises dans l'image. Alors, je vous expliquerai après ce que c'est que les images T1. Ensuite, on passe à 9 mois, on voit que les contrastes commencent à s'inverser par rapport au mois précédent. Excusez-moi, je dois accepter une invitation. C'est bon. Ça va être compliqué. Donc, au bout de 9 mois, les contrastes se sont inversés. Et au bout de 12 mois, ils ont continué dans leur inversion. Donc tout ça, toutes ces images-là, ce sont des images T1, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des images obtenues par IRM, et que donc c'est la modalité T1. Alors en fait, le T1 et le T2, ce sont donc des modalités, c'est-à-dire que ce sont des captures, dans notre cas de cerveau, avec des images, avec des machines spéciales à base d'aimants et ce genre de choses en physique qui sont très compliquées, et qui permettent d'avoir des visions différentes de même chose, dans notre cas le cerveau. Alors les données que j'ai trouvées, je les ai trouvées sur le site que vous voyez en bas, c'est ISEC 2017 web unc.edu, si vous voulez télécharger et faire des tests pour faire de la segmentation ou autre chose. Et donc, on disait, on a la modalité T1, on a aussi la modalité T2. Alors T1 et T2 sont capturées par la même machine, mais en fait, elles ne sont pas capturées au même moment. En fait, on excite les molécules d'eau dans les cerveaux, et au moment où ça émet des champs magnétiques, on capture ces informations et ça nous donne ces différentes images, du genre celle-là et celle-là, pour le même enfant à 2 semaines de vie. Donc maintenant qu'on connaît les modalités, on connaît les données dont on va se servir pour faire notre entraînement d'intelligence artificielle que je vais vous expliquer après. Mais d'abord, un tout petit peu d'anatomie du cerveau. Donc, comment est-ce qu'un fait un cerveau? Un cerveau est fait de neurones. Un neurone, c'est une cellule nerveuse qui contient des dendrites qui capturent l'information, qui contient un corps cellulaire, lui-même contenant ce qu'on appelle un noyau. Et en dehors de ce corps cellulaire, on continue, on fait ce qu'on appelle l'axone, qui sert à envoyer l'information en dehors du corps cellulaire, l'information qui a été capturée par les dendrites, c'est-à-dire à l'entrée du corps cellulaire. Vous voyez ici en rose la gaine de myéline, c'est en fait la zone où circule l'information, où il y a des cations qui sautent de gaine en gaine. Maintenant qu'on sait comment est fait, de quel élément est fait un cerveau, voici comment est fait un cerveau au sens anatomique. On voit qu'on a la matière blanche, ici, en à peu près jaune. On a la matière grise qui est en rose, qui est tout autour de la matière blanche, et encore plus autour, on a ce qu'on appelle la boîte crânienne. Alors en fait, on peut remarquer qu'il y en a des zones un petit peu rouges. En réalité, ça représente la zone où il y aura le fluide qui entoure le cerveau, lui-même entouré par la boîte crânienne. Alors le fluide, on l'appelle le liquide céphalorachidien, ou cérébrospinal fluide.
et on verra que tout à l'heure, on va le segmenter. On va essayer de détecter dans le cerveau pour nous aider à trouver la segmentation finale. Donc, quelle est l'approche proposée? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails techniques de cette architecture. Ça, c'est ce qu'on appelle un U-Net, parce que c'est en forme de U, et qu'on dit U en anglais pour la lettre U. C'est une architecture, je vais vraiment présenter de façon très sommaire, où on donne une image en entrée, on lui dit quelle image on veut en sortie, il fait tout un traitement ici qu'on appelle multi-échelle, que je ne vais surtout pas détailler, mais en gros qui fait une sorte d'extraction de propriétés, de features, donc, qu'on peut aussi appeler descripteurs, qui va permettre à cette structure, à cette architecture, de réussir à sortir l'output, la sortie que l'on veut, quand on lui rentre la input, donc l'entrée que l'on veut. Vous avez ici la référence de Renberger, Fisher et Brooks, qui peut vous aider si vous voulez lire l'article sur Internet, sur Google Scholar par exemple. Et donc ce réseau, ce U-Net, qu'on appelle en fait aussi un réseau de neurones convolutionnels, parce qu'il se sert de convolution, mais c'est le traitement du signal, je vais l'utiliser 3 fois. Je vais l'utiliser 3 fois parce que je vais faire une architecture en cascade où je vais rentrer mes modalités T1 et T2 qu'on a vu tout à l'heure dans mon premier réseau. Une fois que je serai rentré dans mon premier réseau qui va se charger, lui, de dire où sont les fluides, où est la matière blanche et où est la matière grise, j'aurai enfin la première étape qui sera faite. J'aurai fait un premier apprentissage, comme on dit, en me servant des données d'entraînement. On détaillera un peu plus ça dans le notebook que je vais vous montrer après. Ensuite, une fois qu'on a les fluides, la matière blanche et la matière grise, on recomplémente les données avec le T1 et le T2, donc de chacun des patients d'entraînement. On le donne au réseau T2. On lui dit, apprends à sortir la matière blanche et la matière grise une fois que je t'ai rentré les fluides, la matière blanche et la matière grise, mais sans lui dire les séparations, bien sûr, et l'image T1 et l'image T2. On va lui apprendre à faire ça. Et une fois qu'on a ces réseaux 1 et 2, on peut apprendre le réseau 3 en lui disant maintenant, je sais où se trouvent les fluides matière blanche, matière grise, tout réunis. Je sais où se trouve la matière blanche et matière grise réunies. Je te donne le T1 et T2 et tu te suffis de ces quatre images pour en déduire où se trouve la matière blanche. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'une fois qu'on sait où se trouve la matière blanche et la matière blanche plus matière grise réunies, on peut en deviner où se trouve la matière grise. Et de façon étendue, on peut partir de la matière blanche, matière grise réunie, on la complémente avec fluide plus matière blanche plus matière grise, et on peut en deviner où sont les fluides. Autrement dit, à partir de nos 3 prédictions, ce sont les sorties des réseaux, à partir de 3 prédictions, réseau 1, réseau 2, réseau 3, on arrive à utiliser un classifieur qui va combiner les informations des 3 réseaux et qui va en obtenir un résultat final qu'on appellera la classification. La classification, en gros, c'est pour dire chaque zone du cerveau est évaluée. Alors, en fait, ça veut dire on met une valeur entre 0, 10, 150 et 250 dans notre cas. 0, ça voudra dire c'est le fond. 10, ça voudra dire ce sont des fluides. 150, ça voudra dire que c'est de la matière grise. Et 250, ça voudra dire que c'est de la matière blanche. On a réussi, en gros, à séparer, grâce à des valeurs, grâce à nos réseaux, le cerveau en 4 zones différentes. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Je vais vous montrer un notebook Python. Alors, ça, c'est le truc que je ne dois pas vous montrer parce que c'est justement le résultat final. Il faut que je refasse le partage d'écran, je crois. Le partage est fait, mais je ne sais pas ce qu'il partage. Excusez-moi, j'arrête le partage d'écran et je le réactive sur le Python. Donc, voilà. Et ensuite, je partage le Python. C'est parfait. Donc, on disait, on a pris les données du challenge ISEC 2017. La première chose qu'il faut faire quand on fait un notebook Python, en gros, c'est un environnement où on a un certain langage. En fait, ici, c'est Jupyter, plus exactement, comme environnement. On écrit des lignes de code, on fait Shift-Entrée, ça les exécute, et en gros, c'est super pratique. Alors, comment ça marche? Dans notre cas précis, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir des bibliothèques NumPy. Typiquement, c'est pour gérer les tableaux. On va utiliser les tableaux, donc 2D, 3D, tout ce qui est pour la gestion des données d'entrée qu'on va filer à qu'on va donner à notre réseau, à nos réseaux. OS, ce sera pour la gestion des fichiers, et Nibabel, ce sera
pour les ouvertures de fichiers d'images, les fichiers des images biomédicales, pardon. Fast Display, c'est une petite fonction qui sert juste à faire des affichages. Print Slice, c'est parce que comme en fait on gère des données 3D, quand on gère les données en entrée, on voudrait afficher les images en X, Y et Z, donc découpe 2D de l'image 3D. Donc ça c'est pratique, c'est juste pour la visualisation. Ensuite, on prépare les données d'entraînement. En gros, on dit, je prends un ensemble de patients, je considère que ces patients vont servir pour l'entraînement, et je vais rassembler tout ça dans un même package que je vais donner à mon réseau. Alors, typiquement, on aura quoi? On aura des images T2, donc ça c'est une image sagittale, ça c'est une image coronale, et ça c'est une image axiale. Ces trois images-là, c'est trois coupes 2D d'un même cerveau 3D. Vous remarquez ici que c'est la modalité T1, et après, donc, la modalité T2 qui sert à complémenter, parce que plus on a de modalités d'un même signal, en général, plus on arrive à avoir de bons résultats, parce qu'en plus on a d'informations sur la structure que l'on cherche. Donc, à nouveau, coupe sagittale, coronale et axiale. Et ici, on a donc les vérités terrain. Alors, qu'est-ce que c'est les vérités terrain? C'est ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. C'est en gros, c'est la solution au problème qu'on cherche à faire résoudre au réseau. En gros, on est en train de dire, je vais te donner des T1 et des T2, et je vais te demander de ressortir ça. Donc, les vérités terrain, c'est ce qu'on donne au réseau pour lui dire, je veux que tu me sortes ça quand je t'ai rentré ça. Donc, sachant qu'on a fait tout ça, le problème, c'est que souvent, on veut mesurer la qualité d'apprentissage de nos réseaux. Et comment est-ce qu'on fait? On calcule ce qu'on appelle typiquement dans notre cas un DICE. Un DICE, c'est une mesure qui tend vers 0 quand deux formes sont très différentes ou très dissociées l'une de l'autre, et qui tend vers 1 quand les deux structures sont très proches l'une de l'autre en forme et en position. Donc en gros, on veut évidemment que la prédiction de notre réseau, qui sera typiquement, on va dire, X dans notre cas, et la vérité terrain, donc Y dans notre cas, on veut que X et Y tendent l'un vers l'autre pour avoir un DICE élevé, pour dire on a réussi à faire un bon apprentissage pour notre réseau. Ensuite, alors je sais que ça devient un petit peu technique, je suis désolé. Ensuite, on définit une fonction de normalisation. Ici, c'est une normalisation gaussienne qui sert à dire j'ai plein de patients. Bon, en fait, ici, on n'en a que 10, mais on verra après. J'ai un ensemble de patients. Les patients viennent de différents hôpitaux. Enfin, ils ont fait leurs IRM dans différents hôpitaux. Donc, les données ne sont pas homogènes parce que les différentes machines des hôpitaux ne sont pas forcément calibrées pareil. Parce que même pour une même machine, on peut avoir différents modes de capture à différents moments. Donc, en gros, il faut réussir à normaliser les données d'entrée pour que le réseau ait une sorte d'ensemble de données qui soit tout préparé pour lui, pour qu'il fasse bien son apprentissage. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est très important en intelligence artificielle, c'est la séparation des données. Alors ça, c'est un peu technique aussi, c'est pour dire en gros, je vais avoir 6 patients d'entraînement, training pour entraînement, 2 patients de validation et 2 patients de test. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais me servir pour l'apprentissage du training et du validation, où j'aurai 6 patients qui servent au réseau à apprendre, et 2 patients qui vont servir au réseau pour qu'ils se disent « Ah, est-ce que j'ai bien appris ?» Et s'il n'est pas assez bien appris, il recommence. Et tant qu'il n'est pas assez bien appris, il recommence. Et en quelque sorte, on lui force à apprendre. Mais attention, ce n'est pas du par cœur. Parce que les données de training et de validation sont séparées. Ça veut dire qu'en fait, on va lui apprendre c'est comme si on lui disait fais 6 exercices de mathématiques, je vais t'en donner 2 nouveaux, que tu n'as jamais fait, résous-moi les 2 nouveaux, sachant que tu as su résoudre les 6 précédents. C'est exactement pareil. Et ensuite, il y a les données tests, donc les patients tests. C'est pour dire, tu as fait des exercices de maths, tu as su faire les nouveaux, maintenant que tu as su vérifier ton score, que tu as su vérifier que tu savais faire, etc., on va te faire un contrôle et on va te dire, teste-moi sur ces 2 exercices tes capacités et ton apprentissage, et ça va servir donc à faire le calcul du DICE final. Donc voilà, donc ça c'est la séparation des données. Alors il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit, que je vous ai pas trop dit, c'est que comme on a des données 3D et qu'on n'a que 10 patients, ça fait très peu pour un réseau de neurones, surtout pour du deep learning. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les cerveaux de chacun de nos patients qui étaient en 3D en données 2D. Ça va faire donc des slices, des coupes. Et comme ça, on va augmenter notre nombre de données que l'on rentre à l'intérieur de nos réseaux.
Donc, c'est-à-dire que typiquement, si on avait 100 patients, si on avait 100 slices avec 10 patients, on aurait 1000 données d'entrée au lieu d'avoir 10 volumes 3D, ce qui aurait fait beaucoup trop peu pour notre réseau de neurones. Alors ensuite, bon, il y a le traitement des données, donc je crée des tableaux où je rentre typiquement les cerveaux des enfants patients qui sont d'entraînement et de validation dans X-train et X-validation. Y-train et Y-validation, ce sont les données, les vérités terrain qui correspondent. Alors ensuite, c'est bon, c'est tout un blabla pour expliquer comment est-ce que je gère les données. Et ensuite, on en arrive. Alors, il y a l'observation du codage de données, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'était pour vous dire, le 0 c'est le fond, le 10 c'est la boîte crânienne, sous-entendu les fluides, seulement les fluides. 150 c'est la matière grise et 250 c'est la matière blanche. Donc ça c'est juste qu'en général on labellise par des valeurs nos données. Donc on va pouvoir commencer par la première partie de notre réseau. On va faire la segmentation de la boîte crânienne, sous-entendu l'agglutination entre la matière blanche, matière grise et les fluides. On va faire cette première étape. Donc là, c'est la définition du réseau, typiquement le UNet. Ici, c'est le résumé. Alors, je suis désolé de passer très vite dessus, mais je pense que ça ne vaut pas le coup de rentrer plus en détail dessus. Voilà, donc ça, c'est la définition du UNet et son résumé. Ici, on voit un truc intéressant, c'est le nombre qui est ici, c'est 485 000 paramètres, c'est-à-dire en fait la complexité en quelque sorte de notre réseau, c'est-à-dire tous les paramètres que l'on peut apprendre. Alors, plus exactement, c'est les trainable parameters qu'on peut apprendre, qui correspondent à ce que fait l'apprentissage. C'est-à-dire que l'apprentissage, il essaie de trouver une combinaison optimale de paramètres pour réussir à faire le meilleur résultat selon ce qu'on lui a demandé. Donc voilà, ici, c'est la partie, c'est un peu la partie super importante parce que c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est la partie point fit, avec les données d'entraînement qu'on lui rentre déjà bien homogénéisées, bien traitées, tout préparé. Ensuite, on va lui rentrer les données de validation. Ça, c'est pour qu'il vérifie qu'il a bien appris à chaque époque. Alors, les époques, c'est un peu les entraînements, c'est un peu les étapes de l'entraînement. Plus on met d'époques, plus ce sera long. Ensuite, on fait la vérification que ça a bien marché. Alors, typiquement, ici, alors si j'arrive à le bouger, on observe, voilà. On va prendre ça, on va prendre ces slices-là. Ici, typiquement, on a rentré cette image T1, on a rentré cette image T2, et on a dit, prédis-moi où se trouvent les fluides, plus matière blanche, plus matière grise. Ça, c'est la prédiction, c'est ce que le réseau a sorti. On voit que ça a très bien marché. Parce que, comparé à la vérité terrain, donc à la vérité entre guillemets absolue, c'est-à-dire que c'est ce que le radiologue a fait, ben, ça correspond exactement. Alors, exactement, on peut le mesurer, justement grâce à ce qu'on appelle les DICE. Et ici, on voit que les DICE de nos deux patients sont de 0,99 et quelques, et ça montre que la segmentation était quasiment parfaite. Ensuite, c'est la partie facile qu'on a faite. Ensuite, alors, on recommence à faire le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant qu'on a, comme je vous avais dit, pardon, comme je vous avais dit, on est parti des données, on avait toute une image IRM, mais on ne savait pas où il y avait quoi. On va lui dire maintenant, je te donne à la fois les T1, les T2, et en plus les prédictions en termes de où se trouve le crâne. Donc, on recommence à traiter les données, on les insère les unes avec les autres, on prépare tout. On redéfinit un deuxième réseau, et une fois qu'on a ce deuxième réseau, on fait son apprentissage, le point fit, avec TensorFlow, et ensuite on vérifie les données sur, alors ces cerveaux ne sont pas très parlants, on va prendre celui-là, par exemple. Imaginons qu'on ait entré la T1, la T2, plus, alors je ne l'ai pas affiché, la segmentation de la zone de la boîte crânienne, on obtiendra ça comme résultat, et ça, ce sera donc la prédiction de où se trouve la matière blanche et la matière grise. Une fois qu'on a la matière blanche et la matière grise, on peut la comparer. Ah, j'entends quelqu'un par contre. Bon, je continue. Une fois qu'on a la matière blanche et la matière grise, on la compare à la vérité terrain, faire le palais radiologue. On voit qu'on a quasiment la même chose, mais alors si on zoome, on voit que ce n'est pas exactement pareil. On voit qu'ici, par exemple, on a deux petits trous prédits par l'intelligence artificielle, alors qu'ici, on en a trois. Donc ça peut paraître être un détail, mais ça veut dire que ce n'est pas parfait.
Ça veut dire qu'on n'a pas reproduit exactement ce qu'on voulait. Et donc ça, on peut le quantifier par les dice, qui sont écrits juste en dessous. Alors, les dice sont ici de 0,97 avec un 6. Après, bon, bref, en gros, c'est du 0,97 pour les 2 patients, ce qui veut dire que c'est quand même déjà très, très bien. Et donc, on a constitué, et on a constaté, et visuellement, et par des chiffres, qu'on avait des très bons résultats. Ensuite, on recommence. Alors, on continue dans le diagramme sur la 3e partie. On fait le réseau 3. Je ne vous fais pas le récapitulatif parce que je pense que vous l'avez compris. Et ce coup-ci, on va chercher, en sachant et la matière blanche réunie avec la matière grise, et la boîte crânienne, et la T1 et la T2, on va chercher à deviner quelle est la zone avec juste la matière blanche. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ce genre de résultat. Donc ça, c'est la T1, ça, c'est la T2. Ça, c'est la matière blanche prédite. Ça, c'est la vraie zone de la matière blanche. Et on voit que c'est pas trop mal. Il a compris à peu près quelle est la structure qu'il faut repérer. Mais il y a plein de petits défauts. Si on zoome, typiquement ici, il va afficher des faux positifs. Il va dire ici, en réalité, c'est à 1 alors qu'en fait, c'est à 0. Parce que la vérité T indique que c'est à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les faux positifs. Mais bon, c'est un peu des détails pour ce contexte. Et donc voilà, on a réussi à séparer la matière blanche du reste. Donc maintenant, on fait le cheminement inverse. On récapitule les 3 données qu'on a réussi à extraire et on fait la prédiction des différentes zones. Alors typiquement, ici, on aura prédit que ici c'est le fond. Ici, alors vous ne le voyez pas, j'essaie de zoomer plus, mais je ne sais pas si ça se voit. On voit très légèrement une surbrillance qui montre que c'est les fluides qui ont été repérés. En vert, ça va être la matière grise autour, comme d'habitude. Et à l'intérieur, c'est la matière blanche, en jaune. Donc voilà, une fois qu'on a réussi à séparer les différentes composantes du cerveau, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est visualiser en 3D. Alors, attendez, c'est sur Mathematica que je l'ai fait. J'ai généré les fichiers qui correspondaient à chacun de mes cerveaux et on obtient ça. Ici, c'est matière blanche plus matière grise plus le fluide. On voit, c'est la 3D, hein, c'est pas triché. C'est donc l'intérieur de la boîte crânienne. On voit que c'est très lisse, parce qu'évidemment, c'est entouré de fluide. Ensuite, ici, c'est la matière blanche plus la matière grise. On commence à voir les cerveaux comme ceux que vous voyez quand vous allez chez le boucher. Donc, c'est typiquement, bon, pas ceux d'un humain, bien sûr, mais c'est... Excusez-moi, Oui? on voit pas du tout la fenêtre que vous voulez nous montrer pour la 3D. Ah, c'est dommage, ça. Je ne comprends pas. Je vais faire un screenshot. Pas de Dans le... souci, Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, excusez-moi, je vais faire un test. Je vais sous Teams, je vais arrêter le partage d'écran, aller sous Mathematica et repartager l'écran. Si ça ne marche pas, je ferai un screenshot. Partager. Voilà. Est-ce que vous le voyez maintenant? Je veux bien que quelqu'un prenne le micro pour me le dire. Ouais, là on a un aperçu. Après, on voit les différentes images. Super. Merci beaucoup. Donc voilà, ici on voit, je disais, la boîte crânienne. Alors plus exactement, c'est l'intérieur de la boîte crânienne, c'est-à-dire qu'on voit la matière blanche plus la matière grise plus les fluides qui l'entourent qui sont réunis. Donc c'est pas triché, je disais, parce qu'on peut le bouger en 3D, c'est ce qui a été généré par le réseau. La preuve, on voit une petite imperfection ici qui a été rajoutée par le réseau. C'est une erreur de prédiction, mais ça reste quand même très très bien. Ici, c'est le cerveau du boucher, enfin, le cerveau, vous avez compris, où on voit donc la texture de la matière grise à la surface. Et ensuite, on a la texture qui est beaucoup plus rugueuse, parce qu'en fait, c'est juste la matière blanche. En gros, c'est la matière blanche, enfin, c'est la matière, c'est le cerveau, auquel on a retiré la matière grise. Et j'ai fait ça pour les 2 patients, et on voit qu'on obtient quasiment les mêmes résultats pour les deux, avec des petites imperfections dans les deux. Voilà. Donc, je suppose qu'on va passer à la phase des questions, si vous en avez. J'espère que vous en avez, parce que j'espère que ça vous a intéressé de ce que je vous ai montré. Donc, je vous propose, j'arrête le partage d'écran pour voir vos questions et afficher les conversations. Donc, est-ce que vous avez des questions, soit par écrit, soit par oral, vous faites comme vous voulez.
Est-ce que vous avez testé d'autres algos que UNet? D'autres algos que l'UNet? Alors, dans ce cas précis, non, je n'ai juste utilisé que l'UNet parce que je savais que l'UNet, c'était en fait c'est un peu la solution ultime dans le cadre d'imagerie biomédicale quand on fait de la segmentation, en particulier de la segmentation binaire. Donc, j'en ai pas eu besoin dans ce cadre-là de le faire. Ensuite, je pense qu'on peut faire d'autres approches à partir de super vector machine ou des choses comme ça, mais on n'aura sûrement pas la même qualité parce qu'ici, on a des gros problèmes de contraste, comme je soulignais au départ, et que typiquement, si on faisait une super vector machine, on aurait envie de prendre pour chaque voxel ou chaque pixel son voisinage, et on verrait que c'est très difficile de classifier des pixels en différentes zones. On aurait beaucoup de bruit, et ce ne serait pas super comme résultat. Ensuite, les super vector machines ne sont pas toujours l'optimal. Dans le cadre ici, comme c'est des images, je pense que d'autres architectures de réseau auraient pu faire des résultats intéressants, mais sûrement pas aussi bien que le UNet. Attendez, je vois. Alors, une question, une remarque. Les résultats sont exploitables en médecine réelle uniquement lorsqu'ils sont parfaits ou il y a un certain seuil de réussite à atteindre. Ah, alors ça, c'est un sujet très délicat. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, ici, c'est pas extrêmement grave, je pense, il y a des petites erreurs de classification, parce qu'on a globalement, ce qui serait important, ce serait le volume de la matière blanche, le volume de la matière blanche et le volume de la matière grise, ce genre de choses. Donc ici, il n'y aurait pas vraiment de seuil extrêmement élevé à atteindre. Par contre, si jamais, pour prendre un exemple un peu d'actualité, si jamais on fait des diagnostics de Covid à partir d'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on veut éviter, à partir d'images de poumons ou des scans de poumons, des choses comme ça, on voudrait éventuellement éviter, je pense, de dire à quelqu'un qu'il l'a alors qu'il ne l'a pas, ou l'inverse. Donc là, je pense que les seuils d'exigence sont beaucoup plus élevés que dans le cadre où on veut juste observer la matière blanche et la matière grise. Donc oui, il y a certains seuils à atteindre dans certains contextes qui sont beaucoup plus durs à atteindre que d'autres pour des intelligences artificielles. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé Mathematica? Les CNN sont dessus, je sais. C'est parce que je préférais vous montrer un environnement Python. J'ai aussi utilisé les CNN dessus, mais il y a un autre problème avec Mathematica, c'est au niveau de l'apprentissage, il ne se sert pas des cartes NVIDIA, par exemple, de ce que je sache. Sauf pour les affichages. J'ai eu quelques problèmes avec ça, mais typiquement pour les apprentissages, je ne suis pas sûr qu'ils sachent se servir du GPU. C'est pour ça. Autre question, je suis étudiant à l'EPITA et je voulais savoir à partir de quel majeur il est possible de travailler dans ce domaine. Alors ça dépend sous quelle forme. Si tu travailles dans le domaine de la recherche, comment dire, le cours qu'on fait sur les cerveaux, typiquement, c'est en 3e année, c'est-à-dire en bac plus 5, donc ce sera en Ing 3. Et ce serait un cours qui s'appellera Machine Learning et reconnaissance de forme, où on fait des segmentations sur les cerveaux, des choses comme ça. Ensuite, comment fonctionnent les détections de cancer et autres anomalies cérébrales? Est-ce un système similaire où la complexité change la preuve de détection? Ah, alors, très intéressant. C'est un domaine qui est extrêmement compliqué de trouver, par exemple. Je travaille aussi sur un challenge de segmentation de tumeurs dans les cerveaux. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que on a beaucoup de données. Alors ça, c'est le bon point. Il faut réussir à trouver souvent comment dire ça, comment structurer les données pour que le réseau arrive à apprendre. Mais en gros, oui, le système est similaire, c'est-à-dire que on peut se servir de l'approche en cascade, on peut se servir de classifieurs, on peut se servir de beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire que c'est un sujet qui est beaucoup plus compliqué à traiter de mon expérience que ce que j'ai fait ici pour les cerveaux d'enfants, où les différentes zones étaient particulièrement entre guillemets, faciles à localiser. Donc, typiquement, ce qui est difficile avec les tumeurs de cerveau, c'est que c'est beaucoup plus petit que le cerveau même. Bon, parfois, certaines sont volumineuses, mais c'est aussi des structures qui sont très hétérogènes, quoi qu'on fasse d'un patient à l'autre. C'est-à-dire qu'une tumeur d'un patient à l'autre va énormément être différente. Et ça fait que c'est très difficile de faire comprendre à une intelligence artificielle que quand on lui a appris sur, je ne sais pas, on va dire 50 patients, les tumeurs qui correspondent, comment trouver sur un 51e qu'il n'a jamais vu, parce que les tumeurs ne ressemblent pas du tout. Et donc, c'est une approche qui est beaucoup plus compliquée.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Avez-vous d'autres questions à ce sujet d'aujourd'hui? Non, je n'ai pas participé à ça. Je me sers assez peu de Kaggle d'ailleurs, pour être honnête. Mais non, en fait, on a concouru à quelques challenges à l'EPITA. Est-ce que vous parlez des concours qui sont sur Kaggle, c'est ça? J'imagine que vous parlez de ça. En général, on aime bien les concours genre les challenges Mikai. Ce sont des challenges organisés par une énorme organisation qui est internationale et qui permet de faire des segmentations de vertèbres, de cœur, de cerveau, de tumeurs, etc. Donc non, je réponds à NU, non, je n'ai pas essayé sur Kaggle. Alors, pour l'utilisation des cartes NVIDIA, c'est un sujet. Pour le challenge que je vous ai présenté aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de me servir réellement de cartes NVIDIA parce que j'ai pris des UNET, j'ai réduit le nombre de paramètres de UNET et ça les a énormément allégés. Et ça fait que sur ma machine, l'apprentissage, alors que c'est juste un Mac, il a une carte AMD, donc il n'est pas vraiment compatible avec TensorFlow. Donc j'ai utilisé TensorFlow mais en mode CPU et l'apprentissage a dû mettre peut-être 1 heure pour les 3 réseaux, quelque chose comme ça. Donc c'est tout à fait gérable sans GPU, dans certains cas très restreints. Mais c'est vrai que les cartes NVIDIA, qui se servent de CUDA, en général, sont entre guillemets l'optimal pour l'instant. AMD essaie de rattraper, mais c'est pas encore gagné. Sont l'optimal pour faire du deep learning. À ma connaissance, hein, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que c'est ce dont on se sert au laboratoire. Avez-vous d'autres questions? Je crois qu'on a encore 20 minutes. Je vais peut-être un peu vite. Alors, target device, oui, je sais, mais alors peut-être que j'ai pas essayé sur mon GPU de mon PC, mais je sais que sur la AMD de ma machine, c'était difficile. La forme 3D sans découpe. Je ne peux pas en dire plus pour Mathematica, je pense qu'on peut en reparler plus tard si besoin. Mais il est vrai qu'il est possible que finalement on puisse s'en servir pour les apprentissages. Mais j'avoue que je préfère quand même la plateforme Python quand il s'agit de faire du deep learning parce que c'est beaucoup plus optimisé pour. Enfin, encore une fois, mon avis personnel. Mais c'est vrai que dans certains cadres, j'aurais bien envie, maintenant que je me rappelle ce que vous me dites. Mais le LeNet, c'est un tout petit réseau, hein, par contre, hein, juste pour un titre d'information. Ok, donc j'ai reçu une information pour Mathematica. Je vais traiter la question suivante. Y aurait-il intérêt à garder la forme 3D sans découpe? Alors oui, il y aura un énorme intérêt si on avait plus de patients. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que la forme tridimensionnelle est prise en compte si on rentre des volumes, donc des données 3D à notre réseau, mais ce n'est pas le cas donc si on rentre des slices. Ça, c'est évident, puisqu'on perd à la 3e dimension. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les volumes, mais uniquement pour accélérer les temps de calcul, mais aussi parce que j'avais trop peu de patients, j'avais que 10 patients. Avec le concours BRATS, par exemple, de Mikai, justement, le concours Brain Tumor Segmentation, on a, je crois me souvenir, 335 cerveaux, ou l'année dernière en tout cas, quand on a concouru, on avait 335 cerveaux, et ça permettait de traiter les données directement en 3D, avec du deep learning, bien sûr. Donc, garder la forme 3D, oui, c'est dans certains cas limite inévitable, parce que certaines structures, même comme les vertèbres ou ce genre de choses, comment dire, leurs descripteurs n'apparaissent, ce qui est discriminant pour les localiser et ce genre de choses, n'apparaît que quand on est à partir de la 3D. Avez-vous d'autres questions? Ah, alors l'homogénéisation. Alors, excusez-moi, je vois un peu, mais... Alors, typiquement, ce qui va se passer avec les données qui viennent d'hôpitaux différents, c'est que, par exemple, les valeurs vont
être, je prends un exemple un peu bidon, mais dans une première image, l'image T1 va être entre moins 1000 et plus 1500. On va prendre une autre image, on va voir que c'est entre moins 500 et 2000. Le gros problème, c'est que les deux choses correspondent à peu près au même cerveau, enfin pas au même cerveau, mais à la même genre de structure, mais les valeurs ne sont pas du tout dans les mêmes intervalles. Donc en fait, on recentre les données, c'est-à-dire qu'on divise pour chaque image les valeurs par la moyenne statistique des valeurs dans l'image, et ensuite on divise par l'écart type. C'est ce qu'on appelle la normalisation gaussienne. Et ça sert typiquement donc à homogénéiser les données pour qu'on ait le même genre d'intervalle de valeurs entre chaque patient, pour que le réseau ne se perde pas, parce que le réseau, il va apprendre un peu bêtement, il fait des calculs, il va apprendre à dire, si on me retourne une grande valeur, par exemple, je retourne 1, si c'est une petite valeur, je retourne 0. Sur le premier patient, admettons. Imaginons que sur le deuxième patient, ce ne soit plus le même genre de contraste. Comment est-ce qu'il fait? Donc, bon, l'exemple n'est pas parfait, mais c'est pour dire qu'il faut, en gros, faciliter le travail au réseau, parce que si jamais il apprend certains contrastes pour un patient et qu'il voit que le patient suivant n'a pas du tout les mêmes contrastes, il va se perdre. Il ne va pas réussir à apprendre. Et typiquement, ce qui peut arriver, c'est que le réseau ne converge pas. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que votre réseau, si vous avez dit, faites tourner pendant 100 époques, et que chaque époque dure une demi-heure, il va tourner pendant 100 fois une demi-heure, et à la fin, il aura un mauvais résultat, il n'aura pas réussi à apprendre quoi que ce soit. Voilà. D'autres questions? Ah, alors, c'est un réseau que j'apprécie beaucoup parce qu'il est extrêmement puissant et extrêmement modulable. Et il a gagné des challenges importants sur la segmentation de tumeurs, ce genre de choses. Et donc, il présente énormément d'avantages, en plus d'être connu comme un des réseaux ultimes, si vous voulez, de l'époque actuelle. Ensuite, il y a potentiellement d'autres réseaux qui servent, par exemple, pour la classification, comme le VGG, le HRNet ou des choses comme ça. Donc, il y a d'autres architectures qui servent à des objectifs un peu similaires. Il y en a un autre, alors il y en a un qu'on utilise au laboratoire parfois qui s'appelle le VGG modifié, qui en gros a été pré-entraîné sur ImageNet, une base de données d'images qui est absolument gigantesque, et qui fait aussi des bons résultats de segmentation. Mais dans mon cas, j'avoue que je préfère UNet, parce que je le sais, pas optimal, parce qu'on ne peut jamais dire qu'un réseau est vraiment optimal, mais il est très efficace, et puis surtout, je le connais assez bien, donc je sais assez facilement le manipuler pour l'adapter à chacun de mes problèmes. Voilà. Ah, alors, quel est le critère de classement pour les concours de segmentation d'images médicales? Alors, c'est absolument horrible à comprendre. Quand j'étais allé en Chine il y a un an pour assister, pour qu'ils expliquent le classement en fonction des différents... Parce que, par exemple, si je prends le concours de segmentation de tumeurs que je connais un petit peu, il y a une première partie où il faut segmenter la tumeur, donc mettre à 0, 1, 2 ou 4 les différentes zones de la tumeur. Excusez-moi, il y a quelqu'un dans la salle d'attente qui veut rentrer. Je vais juste... Bon, c'est bon. Donc, je disais, le concours de Bratz, typiquement, ils avaient expliqué quelles étaient leurs méthodes de classement, et c'était un vrai cauchemar à comprendre. Ils faisaient des sortes de moyennes statistiques ou des choses comme ça, en fonction de différents sets. Et ils expliquaient aussi que c'était difficile d'obtenir des classements qui ne soient vraiment pas du tout random, c'est-à-dire que c'est en fonction de comment ils vont valoriser, si c'est par exemple le DICE, ou si c'est le Hausdorff 95, ou si c'est autre chose comme mesure de qualité, bah, ce sera une équipe ou une autre qui pourra gagner. Donc, en résumé, chaque challenge a sa propre sauce pour faire l'évaluation, et c'est toujours très difficile à comprendre. En général, c'est une combinaison linéaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire un peu une sorte de moyenne pondérée de différentes notes, et c'est celui qui a la meilleure moyenne à la fin qui remporte. Mais c'est pas forcément comme ça que ça marche toujours, quoi. Voilà. Alors, attendez. Vu que les données sont 3D, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à avoir un mélange de coupe transversale, sagittale et frontale pour voir des angles différents si le modèle est 2D?
J'aurais tendance à penser qu'ici, si on faisait sur des réseaux séparés, on pourrait lui dire, en fonction des coupes sur lesquelles tu apprends, tu utilises un réseau. Ensuite, le problème ici qu'on aurait, c'est peut-être que si on apprenait avec les différentes coupes, alors déjà, il faudrait qu'elles fassent toutes la même taille, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait peut-être faire des redimensionnements, on risquerait de perdre de la qualité, etc. Ça peut être un peu compliqué. Le plus gros problème, c'est qu'on peut lui apprendre des textures qui sont spécifiques à si on est en XY, en YZ ou en XZ, c'est-à-dire si on est en coronal, sagittal ou axial. Je pense que ça peut plus les perturber que l'aider. Mais on peut. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ce soit... Alors certains font des approches où ils font des moyennes, ils font des prédictions sur les différentes catégories de coupes, et à la fin, donc ils font la moyenne des résultats sur ces trois zones-là, et ça, je ne sais pas si les résultats sont vraiment meilleurs, mais ça peut avoir un bon point, c'est que ça peut smoother, ça peut lisser les données de prédiction. Donc ça peut être utile. Je considère qu'ici, ce n'est pas forcément vital, mais ça peut être utile. Ouf, alors, de l'apprentissage non supervisé. De ce que je sais de l'apprentissage non supervisé, c'est que, comment vous dire, en fonction du modèle d'apprentissage qu'on va utiliser, on aura un résultat différent. Donc je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner sur un contexte comme celui-là. Ensuite, on pourrait imaginer qu'on fait du spectral clustering, par exemple, ou ce genre de choses, vu qu'on a deux modalités. Mais le problème, c'est que ça ferait un espace de très très faible dimension. Donc je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais on pourrait imaginer de faire de la classification non supervisée. Ce n'est pas totalement exclu. C'est intéressant comme remarque. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Wow, question difficile. Il y en a beaucoup qui font des réseaux à leur propre sauce. Et je crois me souvenir qu'à Bratz, l'année dernière, c'était un Chinois qui avait gagné, il me semble, et il avait fait un réseau qui était de son propre cru. Et le UNET est arrivé deuxième. Je crois que ça s'appelait NoNewNet, quelque chose comme ça, pour le UNET, qui est arrivé deuxième. Mais c'est vrai que, mais vous voyez dans la bibliographie actuelle, la quantité, je crois que Randberger, là, il a à peu près 14 000 références vers son article pour dire à quel point le UNET est populaire. Donc, en fait, parfois, le UNET peut être bien si on veut quelque chose où on a confiance et avoir de bons résultats. Mais dans les cas où ça ne marche pas, ou dans les cas où on veut vraiment ultra optimiser, il peut être bien d'avoir des approches différentes et dans ce cas-là, d'utiliser d'autres réseaux, pas forcément ceux qui existent déjà, mais des nouveaux qu'on ferait nous-mêmes. Voilà. Ah, alors, ce type de compétition ne requiert-il pas des connaissances en neuroanatomie? Ça peut aider d'en avoir. Dans certains cas, ça peut être bien de faire des collaborations avec des gens d'hôpitaux, de structures comme celle-ci, parce que ça permet de comprendre mieux ce qu'on a entre les mains. Parce que c'est vrai que parfois c'est frustrant. Pour ma part, j'ai très peu de formation en neuroanatomie et j'avoue que certaines fois je ne comprends pas tout ce que j'ai sous les yeux et ça me frustre énormément. Et je me dis que si ça se trouve, j'arriverai à plus optimiser mes résultats si j'arrivais à comprendre vraiment ce que je suis en train d'étudier, à part l'hypothalamus, le thalamus et différentes sous-régions. Voilà, donc ça peut être bien d'en avoir, mais c'est pas totalement vital, ça peut s'apprendre sur le tas. Quelle résolution les appareils d'IRM est-ce la même pour tous les patients du dataset? Alors, ici, je crois me souvenir que c'était à peu près du 200 x 100 x 100, quelque chose comme ça, je ne suis plus très sûr. Ces 10 patients-là, c'est un cas très particulier, ont dû être faits dans un même hôpital, donc ça fait que, avec la même machine, donc ça fait que c'était de la même taille. Il arrive, alors typiquement, je suis sur un challenge sur les vertèbres en ce moment, sur la segmentation des vertèbres d'un être humain. Et typiquement, ce qui se passe, c'est que les données sont, les tailles des images qui sont données sont extrêmement variables. Et c'est très problématique. Mais il y a une astuce pour ça, c'est de faire du crop. C'est-à-dire qu'on dit, plutôt que de prendre les images et de les redimensionner, de dégrader le signal, on va partir des différentes images, on va les décomposer en petits blocs 3D, 2D, ça dépend du contexte. Mais dans le cas 3D, par exemple, de 64 sur 64 sur 64 éléments. Et on va traiter chacun de ces blocs séparément.
et ça va permettre de gérer le problème de la taille. Voilà. Ensuite, je pense que c'est ça que vous appelez résolution, mais en réalité, c'est shape, le vrai terme, mais je ne sais pas le traduire en français. Avez-vous d'autres questions? Mais je vous en prie. C'est avec un énorme plaisir que j'ai fait cette conférence avec vous. Je vous remercie pour votre participation. Et si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous m'envoyez un mail. Je pense que vous avez dû avoir mon mail par la création de la réunion Teams. Donc, si jamais vous avez des questions un peu techniques, ou enfin plus ou moins techniques, comme vous voulez, vous pouvez me les poser et je vous répondrai autant que je pourrai. Eh bien, merci à tout le monde. Je vais clore donc cette réunion et je vous dis peut-être à bientôt. Ah, il y a une question qui vient de passer. Est-ce que ce type d'architecture UNet peut servir à segmenter d'autres types d'images? Absolument. Vous pouvez segmenter à peu près tout et n'importe quoi avec un UNet. Vous faites tout ce que vous voulez. Enfin, presque. Mais pas le café. Mais concrètement, ça peut marcher. Mais c'est typiquement fait pour le biomédical à la base. C'est vraiment optimal pour ce genre de données-là. Enfin, optimal. Quasi optimal si on veut jouer sur les mots, parce qu'il y a certains qui arrivent à faire mieux que les UNet, mais c'est très très dur. Il y a même certains qui ont diffusé un article en disant bah, vous voyez, le UNet, c'est tellement fort que quand vous voulez faire mieux qu'un UNet, il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup bosser, quoi. Et beaucoup réfléchir à l'architecture qu'on va vouloir utiliser. Ok. Bah, écoutez, je vais couper la conversation. Je vais couper la. Ah, ceci est d'autres questions. Ça permet de faire la segmentation par instance et la segmentation sémantique. Ah, alors, oui, on peut s'en servir, je crois, comme je ne suis pas expert de la segmentation par instance ou sémantique. En gros, la segmentation par instance, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple si on a une image avec des vertèbres, pour un contexte que je connais un petit peu, si on a des structures en quelque sorte d'un même type dans une même image, on va vouloir faire de la segmentation par instance, c'est-à-dire qu'on va vouloir localiser les différentes instances de la vertèbre. Et je pense que l'UNet peut être, mais il ne suffira pas. Il pourra être utilisé pour faire la segmentation par instance, mais il y a d'autres architectures qui existent, comme le masque RCNN, qui est beaucoup plus adapté pour faire ce genre de choses. Qui marche en 2D en tout cas, je crois, pour localiser des piétons, localiser des chiens, des voitures, ce genre de choses, et qui sont peut-être d'ailleurs incluses dans des voitures intelligentes de nos jours. Et la segmentation sémantique, alors c'est un petit peu différent, c'est pour en gros mettre à une valeur un type d'objet dans une image. C'est la même logique un peu que la segmentation par instance, à peu de choses près. Et je pense que de la même façon, le UNet peut aider, mais ne suffira sûrement pas. Je préconiserais plutôt le masque RCNN, en tout cas pour la segmentation par instance. Segmentation sémantique, je ne sais plus quelle est l'architecture qui est adaptée à ça. Une autre question, en IA, il y a des notions en mathématiques plus importantes que d'autres. Alors, ça dépend de quelle IA on traite. C'est-à-dire que quand je vous dis, par exemple, on fait une supervector machine et on veut maximiser la taille de la marge qui sépare les classes, ça peut faire peur à certains, c'est de l'optimisation. Donc, oui, il y a des maths, mais ça peut s'acquérir un peu sur le terrain. Ensuite, ça dépend de où on part. C'est-à-dire que si vous avez une formation littéraire et que vous voulez faire de l'IA et comprendre ce qui se passe vraiment, ça peut être un peu compliqué. Ensuite, s'il s'agit juste d'utiliser des technologies basées sur l'IA, si ce n'est pas pour les développer vous-même, les mathématiques sont moins importantes. Pardon. Dernière petite question, pourquoi on n'avait pas utilisé de reconnaissance de couleur au lieu de devoir utiliser des neural networks? Ah, alors si je comprends bien la question, ça veut dire pourquoi est-ce que je ne me suis pas dit je classifie en fonction de la combinaison de couleurs entre T1 et T2? Alors c'est tout simple, c'est parce qu'en fait ce qu'on veut c'est des informations de texture.
c'est-à-dire des informations sur des voisinages et pas juste les pixels, les valeurs des pixels. Et le CNN, le réseau de neurones convolutionnels, typiquement le UNet dont je me suis servi, a cette aptitude à localiser les textures qui vont lui permettre de retranscrire ce qu'on veut lui faire dire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas regardé juste les valeurs des couleurs, c'est juste parce que je voulais des informations de texture, c'est-à-dire des informations de voisinage autour des points. En espérant que ça réponde à votre question. Super. Bon, bah, s'il y a encore d'autres questions, je suis preneur. Quand on parle de ce sujet-là, je ne m'arrête pas. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie à nouveau pour votre présence. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce séminaire. Donc, je vous dis à bientôt et je vais couper l'enregistrement. Voilà. Donc, à bientôt tout le monde.